Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cybersécurité. On va parler plutôt de défensif. On va voir comment les ransomware se propagent dans les entreprises et comment ils arrivent à s'introduire sur la phase initiale. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Il vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Alors la première étape en fait des ransomware pour qu'elles puissent s'introduire dans une entreprise, c'est d'abord l'aspect compromission. Et donc l'aspect compromission, il va passer par plusieurs entités qu'on va pouvoir voir ensuite dans la fin de cette vidéo. Mais la première étape, effectivement, c'est déjà en général d'envoyer un email avec une pièce jointe qui peut être malveillante. En général, c'est l'aspect qui va être privilégié par les attaquants parce que les utilisateurs sont souvent le maillon le plus faible de l'entreprise. Si vous avez une entreprise avec un niveau de cybersécurité qui est très élevé d'un point de vue informatique, il y a fort à parier que l'ensemble de vos salariés ne vont pas forcément être très sensibilisés. Donc si vous envoyez par exemple 300 emails avec une pièce jointe ou avec un lien malveillant, il y a fort à parier qu'une personne clique dedans et qu'elle télécharge l'outil malveillant sur son ordinateur. Ça peut être également aussi via des pubs sur Google. Par exemple, on l'a vu avec le logiciel OBS qui avait subi cette attaque-là. C'est-à-dire que quand vous tapiez OBS Studio, qui est un logiciel qui permet d'enregistrer son écran, les premiers liens qui étaient diffusés, c'était des liens qui étaient malveillants. Et donc, les personnes qui téléchargeaient ce logiciel-là téléchargeaient directement un ransomware. Et après, sinon, on peut avoir bien sûr tout ce qui est exploitation des vulnérabilités de serveurs qui sont exposés sur Internet. Et ça, on le retrouve encore beaucoup trop souvent. J'avais fait une vidéo sur l'historique des ransomware et leur évolution. En général, ce qui se passait, c'est que les ransomware chiffraient le poste en question et après, ils demandaient une rançon. Ils en sont passés à une autre méthode, plutôt à la partie compromission interne via WannaCry, à l'époque où c'était diffusé. Et maintenant, ils sont plutôt sur une partie offensive avec une compromission de l'AD pour pouvoir se propager sur l'intégralité du réseau avant de chiffrer les postes et de demander une rançon. Donc bien sûr, dans les méthodes de propagation qu'on va avoir tendance à retrouver le plus facilement, c'est d'abord d'utiliser les outils d'administration qui sont traditionnels. Par exemple, on va avoir le PSExec, qui est un outil qui est très utilisé par les administrateurs réseau pour exécuter du code à distance sur des machines Windows et donc rejouer les identifiants qui ont été récupérés sur des machines compromises sur l'ensemble des machines du réseau. On a également le WMI qui est très utilisé pour faire le même type d'attaque. Et ce qu'on voit de plus en plus également, c'est tout ce qui est compromission via des GPO. Les GPO, ce sont ni plus ni moins que des groupes policy object qui permettent en fait de déployer des règles à grande échelle sur une entreprise. Vous avez besoin que tous vos ports soient conformes à une certaine règle. Vous allez déployer une GPO qui va modifier une configuration sur l'ensemble de vos postes. Bien sûr, il est possible de déployer des outils via ces GPO. Il est possible de faire exécuter des scripts, des exécutables. Et donc, la meilleure manière, on va dire, si vous avez à compromettre l'endroit où sont créés les GPO, où sont déployés les GPO, c'est d'aller déployer un exé qui est malveillant et de le faire propager sur l'ensemble du réseau via cette méthodologie-là. Ça marche très bien. Et bien sûr, ces fichiers sont accessibles par toutes les personnes dans le domaine parce qu'elles sont souvent dans le dossier sysvol du contrôleur de domaine. Après, ça va dépendre des droits d'écriture ou de modification, mais en général, ça peut être assez facile. Et bien sûr, certains programmes vont être autorisés ou non. Après, ça dépend de la stratégie que vous utilisez pour pouvoir gérer votre parc informatique. Et enfin, la troisième méthode pour se déployer, c'est l'exploitation de vulnérabilités. Et là, on dit en général que les serveurs ne sont pas exposés sur Internet. Et j'ai envie de vous montrer que c'est le cas, et même pour des vulnérabilités qui sont pourtant publiques aux yeux de tous. On ne parle pas de 0-day qui sont exploités par 2-3 personnes qui ont été achetées sur Internet. Non, vous verrez qu'en fait, dans la majorité des cas, quand les entreprises se font compromettre par l'extérieur et qu'après ça se repropage en intérieur, eh ben, c'est via des vulnérabilités qui sont bien connues de tous. Ici, on va sur un site qui est très connu de tout ce qui est auditeur offensif qui s'appelle ExploitDB. C'est un site sur lequel on va retrouver des codes d'exploitation liés à des vulnérabilités qui ont été trouvées. Alors, vous avez tout type de code d'exploitation et tout type de vulnérabilité dessus. On a par exemple de l'élévation de privilèges sur des applications web. Donc là, c'est la partie hardware. Donc c'est plutôt sur du hardware. Ici, on a par exemple du spoofing sur Microsoft OneNote. On va avoir de la divulgation d'informations en non authentifié sur Smart Office de 2028. Et par exemple, si ici on clique dessus, on va avoir des informations complémentaires. Alors moi, j'ai déjà déployé des codes que j'ai trouvés en fait sur des vulnérabilités que j'avais trouvées, des codes d'exploitation. Et donc là, par exemple, ici, on a le nom du produit avec la version. Là, c'est une XSS qui est reflétée.
ici, il explique qu'on peut trouver ce type de vulnérabilité sur Google. Donc, on voit bien qu'elles sont exposées sur Internet. Là, on parle de XSS. Hein. Ça n'a pas un impact non plus qui est énorme, mais ça demande une interaction utilisateur. Mais vous verrez que vous avez des vulnérabilités qui sont quand même beaucoup plus importantes. Ici, on a le numéro de la CVE, la version en fait du produit, et ça a été testé bien sûr sur Windows et Linux parce qu'on parle d'application web, donc pas de problème de ce côté-là. Moi, une qui m'attire beaucoup plus l'œil, c'est celle-ci. Donc, on va cliquer dessus, on va essayer de voir ce que c'est. Spip, qui est une application pareil, en ligne. Donc, on a ici l'URL qu'on peut aller récupérer, le DORC qu'on peut récupérer pour avoir les URL qui sont exposés sur Internet. Et donc, là, il nous dit que toutes les versions en dessous de la 4.2.1 vont être vulnérables à une exécution de code à distance non authentifié. Donc là, on est sur un niveau de sévérité qui est extrêmement important. On voit qu'on a 9,8 sur 10, donc on est vraiment dans les plus hauts. C'est une CVE qui est extrêmement récente, CVE 2023 27372. Et donc ici, ça a été corrigé dans différentes versions parce que bien sûr, il y a plusieurs branches sur SPIP. Et donc là, il donne le code d'exploitation. Donc vous récupérez cette partie-là, vous faites Python, le nom du fichier, donc les éléments, et votre URL. Et donc là, ça va exécuter automatiquement les différents éléments. Quand vous récupérez des codes d'exploitation comme ça, vérifiez toujours en profondeur en fait, les informations et les éléments qui sont exécutés pour éviter d'exécuter tout et n'importe quoi sur un site d'un client, par exemple. Là, on passe par un moteur de recherche que je vous ai déjà présenté, qui est très connu de tout le monde, qui est Shodan, qui permet d'indexer et de lister les éléments qui sont accessibles sur Internet. On fait une recherche assez simple, on tape SPIP, comme ça au moins on a tous les produits, et on voit un petit peu ce qui remonte. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui est remonté, et donc en général ça apparaît en rouge. Donc ici, on voit qu'on a un SPIP en 4.1.1. On regarde la version qui est vulnérable, et donc tout ce qui est en 4.2.1. Et donc on voit qu'il n'y a pas de fixe qui a été fait. Donc ici, si par exemple on va sur cette URL-là, elle est vulnérable. Donc potentiellement, elle est possible d'être compromise. Ici, on a un SPIP en 2.1.12, donc pareil, qui est vulnérable aussi. 3.2.19, donc pareil. Et on voit que ça a été scanné hyper récemment. Donc 3.2.19, là, on voit que ça a été corrigé, par exemple, sur la 3.2.18. Donc normalement, ça devrait être bon. Ici, on peut continuer. Hein. Je ne les connais pas, ces sites. L'idée, c'est pas de vous dire il faut aller les compromettre et autres. Hein. On est là pour faire du légal et pour aider les gens à s'améliorer. Donc potentiellement, vous pouvez les contacter et leur dire attention, vous êtes potentiellement vulnérable à une vulnérabilité en question. 90 par exemple, donc là, sûrement ça a été corrigé également aussi de ce côté-là. Donc ça, c'est un site, alors je sais pas ce que c'est, hein, je ne les connais pas ces sites-là. Mais pareil, vous pourriez filtrer avec des numéros de version en disant que vous voulez uniquement des versions, alors là, je les ai pas sur le côté, mais vous pourriez filtrer avec la version. Alors je ne sais pas si ça marche de cette manière-là, on peut essayer en disant justement la vulnérabilité elle est sur la 4.2.0, donc on va aller chercher tout ce qui est en V4.2.0. Donc on va mettre V4.2.0 comme ça sur cette écriture là, voir s'il y a des produits qui sont impactés. Je pense que c'est le cas, hein. Globalement vous en avez tout le temps. Et donc ça peut être un point d'entrée de compromission automatisé en fait par les ransomware qui vont derrière se propager sur l'ensemble du réseau. Donc là, on n'a pas. Alors, je ne sais pas si ça marche comme ça. On va essayer juste en V4. Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils prennent la version de cette manière-là. Il y a des filtres. Hein. Là, l'idée, ce n'était pas forcément de vous montrer les filtres sur Shodan, voir un petit peu ce qui était capable d'afficher. Il faudra en prendre un en question et avoir les résultats. Mais voilà, c'était pour vous montrer finalement qu'on peut trouver beaucoup de vulnérabilités sur Internet qui sont accessibles et qui permettent la propagation de ransomware. La meilleure méthode pour arriver à se protéger, c'est d'abord effectivement de faire des sauvegardes, qui sont déconnectées du réseau, mettre à jour en permanence, sensibiliser ses utilisateurs à ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi, cloisonner au maximum le réseau, cloisonner au maximum l'Active Directory, faire des audits en permanence. Et donc, je peux que vous conseiller en fait d'essayer d'élever votre niveau de cybersécurité, d'en apprendre un maximum au fur et à mesure du temps. À ce propos, j'ai une formation pour vous aider à bien débuter dans le milieu de la cybersécurité qui vous donnera toutes les bases essentielles pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Elle dure plusieurs heures. C'est vraiment un condensé de toutes mes années d'expérience. Donc profitez-en parce que vraiment, c'est vraiment une perle pour pouvoir vous aider à débuter dans cette thématique-là ou à asseoir vos connaissances si vous n'avez pas forcément des connaissances de base qui sont approfondies.
J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!